Eh ben, moi, je pense m'habiller d'une très jolie robe rouge fluo. Je pense que ce sera plein de fleurs et tout. Et je pense que j'enverrai des confettis partout dans le. Et s'il n'est pas encore mort, infiltrez-vous dans l'hôpital et faites quelque chose. Parce qu'on n'en peut plus. Oui, parce que l'épisode sort dans presque un mois à peu près. Donc ça veut dire qu'on a vraiment le temps, quoi. Jean-Marie, tu peux le faire, vas-y. Tu peux le faire. On est tous avec toi. Alors non, par contre. On est tous avec toi, elle a dit. Hein. Cancel. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'un épisode de On a tout vu. Alors vous ne le voyez pas, mais Niliane fait des effets de zoom avec sa webcam. On a vraiment upgradé de ouf pour cet épisode 7 de On a tout vu. Mais comme d'habitude, il y a pas mal de trigger warning dont il faut vous prévenir pour vous assurer que vous allez pouvoir écouter l'épisode d'aujourd'hui. Sachez que dans l'épisode, il est question de syndicat. Effectivement, on se syndique pour des lockers. Et donc, si vous n'aimez pas les syndicats, ne nous écoutez pas. Attention, il y a des gens qui volent la signature de leurs parents à l'école. C'est honteux. Mais il y a aussi des booties. Des booties. Des petits culs. Enfin, des gros culs. Oui, bon, d'une taille relative. Allez, c'est parti. Allez meuf, je dois vous avouer, cette musique m'a manqué. J'avoue, ça fait trop du bien. En anglais, tu sais, on dit « It grows on me ». Ça commence à être de mieux en mieux quand je l'entends à chaque fois. Ça me fait plaisir. Ça grandit sur toi comme le cordyceps dans Last of Us. Oh, c'est horrible. Comme d'habitude, c'est Morgane qui vous parle et je suis accompagnée de mes formidables co-animatrices. Nous avons d'un côté Agathe. Bonjour à tous, comment vous allez ? Et Niliane. Moi, c'est Niléane, oui, tout à fait, c'est moi. C'est toi ? Parfait. Ça va bien. Niliane a été remplacée par un robot dans cet épisode. Ce n'est pas du tout suspect. Oui, je suis Niléane, pas de soucis. Pourquoi Non mais en fait, ChatGPT a pris le contrôle de ce podcast. Oh mon Dieu. Et comme on l'a dit dans notre tweet du 1er avril, Agathe a également été remplacée par une intelligence artificielle. Il ne manque plus que toi, Morgane. Bientôt, mon tu Dieu. seras remplacée également. Non. On va parler aujourd'hui d'une série assez incroyable qui est Phénomène Raven, That's So Raven, en version originale. Mon Dieu, j'adore. Oui, une série de mon enfance. Mais moi, je me souviens des toutes petites bribes, mais je me demande si ça n'a pas été aussi un petit peu de mon enfance. Les filles, j'ai vu dans le futur et c'est une bonne série. Et déjà inspiré par cette série, sachez que dans le premier épisode, on parle des 3 C. Et je pense que ces 3 C, il faut qu'on en parle aussi à nos chers auditeurs, auditrices. Les 3 C, c'est commente, parce que c'est très important de commenter sur le podcast où vous pouvez, sur Spotify, sur Apple Music, pour nous donner un petit peu de la force. Apple Podcast, sur Apple Podcast. Oui, Apple Podcast aussi, effectivement. Oui. Nous avons aussi un autre C qui est le deuxième, c'est comment ça, t'as pas partagé le podcast partout, à tes parents, à ta famille, à tes amis? Bien sûr du forcing, hein. Légèrement. Tu verras, le troisième C, c'est pas du tout du forcing, parce que le troisième C, c'est crash ta thune. Mon Dieu, j'assume pas du tout ce qui est en train de se passer. Non. Car nous avons un Patreon. Et pour réussir à faire ces merveilleux épisodes, nous avons besoin d'argent. En fait, c'est surtout pour hoster ce merveilleux podcast. Donc, si jamais vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez surtout pas. Ça nous donne encore plus de force que les 2 premiers essais. Mais sinon, c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Nous, on est de toute façon très contente que vous nous écoutez. Et en plus, à l'heure où on vous parle, on a dépassé les 1000 écoutes sur les 5 premiers épisodes. Et ça, c'est trop cool. Qui sont ces gens? Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on le dit pas trop, mais en fait, faire un podcast, ça prend du temps. Il faut regarder les séries, ça c'est long. Il faut passer du temps avec vous, et ça c'est pas très bien. Moi, j'aime pas passer du temps avec vous, franchement. Les filles, on est obligé d'enregistrer un podcast. Là, on va passer encore 1 heure ensemble, et ça va bien. Et ça y est, gros, hein. C'est bon. Non, mais ça prend du temps aussi sur le montage et tout. Donc, c'est vrai qu'un petit peu d'aide financière et puis d'aide de bouche à oreille, ça nous ferait du plaisir, ça nous ferait du bien. Est-ce qu'on sauterait pas dans l'épisode à pieds joints? Oui. Alors, je dois dire d'abord, je m'excuse d'avance pour cette série, puisque je l'ai choisie. Niliane, elle a fait son 49.3, elle nous a proposé sa série d'enfance. Moi, je vous propose qu'on se pose quelques petites questions sur ce qui s'est passé avant cet épisode pilote et qu'on parte sur notre segment de Previously On.
Alors déjà, il faut dire que sinon on comprend pas. Phénomène Raven, c'est une série où la personnage principale, elle a des visions. Elle a des visions un peu sporadiques, c'est pas quand ça vient. Et quand elle les a, eh ben, elle les interprète très mal parce qu'elles sont pas très claires. C'est des petits extraits sans contexte. On peut se demander, avant que la série ne commence, dans cette histoire, dans ce lore, mais d'où vient ce pouvoir à votre avis? Alors à mon avis, je pense qu'il y a un bail avec Karl Marx. Cette série, non, c'est totalement hors contexte. Mais en fait, je pense que cette série, c'est une métaphore du capitalisme et des oppressions. Je pense que t'en parlais des syndicats tout à l'heure, Morgane, je pense que t'as raison de le dire. À mon avis, après avoir lu Karl Marx et après avoir regardé ce qu'a fait Robespierre en France, elle a développé un pouvoir de la révolution, un super pouvoir, et il est basé sur le fait d'avoir des visions du futur. Et les visions sont souvent idéales. Oh mon Dieu, c'est la meilleure réponse. Je sais pas comment me sentir. Ok. Moi, j'avais quelque chose de beaucoup plus terre à terre. J'imaginais un bail plus à la Sabrina l'apprentie sorcière, où en fait, à un certain âge dans sa famille, les femmes de la famille ont un pouvoir qui arrive, un peu comme, je vous spoil un tout petit peu Turning Red, le Pixar, où on se transforme en Pandarou à un certain âge. Bah là, je me disais peut-être que c'est un truc comme ça, où en fait, un jour, elle s'est réveillée et elle voyait les trucs et genre sa mère était genre ah oui c'est normal, oui bah en fait toutes les femmes de la famille on voit ce qui se passe quoi. Là, le plot, c'est un peu que personne sait au début. Au début de la série, elle est la seule à savoir qu'elle peut avoir des visions. Ouais, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, Morgane, en fait, elle est très très proche de ce qui est sûrement le lore, parce qu'en fait, on sait pas trop le lore de la série. Mais il y a des épisodes dans la série qui vont assez loin, en fait, dans le background de la famille de Raven. Et il y a un épisode où elle rencontre sa tante, qui a le même pouvoir qu'elle, et elle ne le sait pas. Et puis sa tante lui confie, elle lui dit, bah oui, moi j'ai toujours eu ça depuis l'adolescence, et donc maintenant c'est à ton tour, et ça a sauté une génération, ça a sauté sa mère. Voilà. Donc c'est un truc héréditaire, c'est un peu la seule réponse qu'on a. Ah non, il y a une deuxième réponse qui est un peu étrange, où il y a un épisode où Eddie, on verra, donc c'est le meilleur pote à Raven, et ben il y a un épisode en particulier, je ne sais plus dans quelle saison, où il voit passer une comète dans le ciel, et c'est une comète qui vient tous les 600 ans, un truc comme ça. Et tout le monde est fasciné par cette comète. Et Eddie, lui en particulier, il fixe la comète dans les yeux, et ça lui donne le pouvoir d'avoir ces visions. Mais à la différence de Raven, Eddie peut contrôler les visions, il peut choisir quand est-ce qu'il les a. Et ça va très très loin, ça va vraiment très très loin, parce que en plus Eddie il fait n'importe quoi avec ce pouvoir. Lui, il décide de le dire à tout le monde et d'en faire sa réputation, de se faire des amis avec ce pouvoir, de prédire les gens, enfin l'avenir des gens. Oh la gênance, ça va très loin. Mais attends, il faut rappeler quand même que c'est une série qui est une sitcom d'épisodes de 20 minutes, parce qu'en fait quand on l'explique comme ça, on dirait qu'on est sur une série Netflix avec des robots, des dinosaures, des aliens et tout. Mais en fait non, c'est une série qui se passe dans un collège. C'est Disney Channel. De banlieue. Oui, c'est sur Disney Channel. Et c'est l'ambiance Disney Channel. Enfin, on est... Moi, j'avais déjà vu le premier épisode de la série, parce que c'est une série que je regardais quand j'étais gosse chez ma grand-mère. Moi, j'avais pas Disney Channel. Je faisais partie de ces gens qui n'avaient pas Disney Channel quand j'étais gosse. Donc, je pouvais le voir uniquement quand j'étais chez ma grand-mère, et elle nous servait avec ma sœur des petites tartines au Nutella. On s'installait dans son canapé un peu trop gros, et puis voilà, on était bien confortable, et puis on avait Disney Channel. J'avais l'impression d'être une ado. J'avais 10 ans et j'avais l'impression d'être une ado. Hyper agréable, très beau souvenir. C'est une série des années 2000 qui est sortie en 2003, qui a duré jusqu'en 2006. Il n'y a que 4 saisons de pile 100 épisodes. Oh waouh, ils ont fait exprès, tu penses? Je pense qu'ils ont fait exprès de s'arrêter à 100 parce qu'ils ont vu que ça s'essoufflait. Mais ils ont fait exprès de s'arrêter à 100, oui, je crois. Ouais, parce que c'est assez étrange, parce que chaque saison n'a pas le même nombre d'épisodes. C'est une des premières séries où je vois ça, où ils ont 22, 23, 27 et 20 pour vraiment faire pile 100. Donc, Et pour expliquer un peu plus sur les séries Disney Channel, surtout à cette époque-là, c'est moins le cas maintenant, mais surtout à cette époque-là, c'était un peu des usines, entre guillemets, de la production, où pendant un mois, ils filment tout. Ils ont juste les scénaristes, ils ont plein d'idées d'épisodes qui se tiennent d'un seul tenant, et du coup ils enregistrent tout à la suite. Il n'y a pas forcément de progression dans l'histoire, il n'y a pas d'histoire qui domine le tout.
C'est juste au fur et à mesure, ils vont quand même essayer de faire évoluer les personnages, de leur donner un peu plus de profondeur, mais c'est très superficiel, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir que des épisodes d'un seul tenant qui peuvent être diffusés à n'importe quelle heure de la journée sur Disney Channel et de pouvoir les diffuser dans le désordre. Ah bah ça se voit complètement parce que entre le premier et le dernier épisode, la seule chose qui change, c'est qu'ils ont pris 5 ans, les acteurs, quoi, mais c'est tout, ça. quoi. Est-ce que c'est pas ce genre de série où genre, ils passaient une journée à faire toutes les scènes qui se passent dans la patinoire de tous les épisodes. Et en Oui. fait, du coup, ils ont un ordre, enfin, ils ont un tableau avec les costumes que doivent mettre les acteurs. Non, mais non, change-toi, mets le t-shirt vert, mets le t-shirt rouge, c'est ça. Hein. C'est ce genre de exactement ça. Mais d'ailleurs, ça se sent, il y a un fil. Phénomène Raven n'est vraiment pas une série que je regardais quand j'étais petite, même si j'ai dû voir 2 ou 3 épisodes comme ça passer. Mais j'étais une enfant de Disney Channel. Moi, je regardais ça tous les après-midi quand j'entrais de l'école primaire et du collège. Et genre, pour moi, mon gros souvenir, c'était Lizzie McGuire. Oh oui. Et la guerre des Stevens, qui s'appelle aussi Drôle de frères. Oui. Et Drôle de frères, j'ai l'impression que c'est le même décor, c'est le même lycée. Donc en fait, moi, dans mon imaginaire, quand ils faisaient Phénomène Raven à la patinoire, par exemple, et c'était le moment où Drôle de frères, ils allaient dans le décor du lycée. Et puis quand ils partaient au machin, et tu vois, ça tournait comme ça en boucle. Et la seule chose qui change, c'est les plans de coupe de la ville où c'est censé se passer, pour essayer de donner un lieu fictif de là où ça se passe. Et donc là, on est à San Francisco. Et c'est pour ça, en fait, tu penses qu'on a l'impression que tout le monde, enfin, le lycée dans lequel tous les personnages de série vivaient, c'était le même lycée? C'est parce que c'était vraiment le même lycée, en fait? D'accord. C'était pas une vue de l'esprit quand on était gosse de dire, tiens, c'est marrant quand même, les locker rooms, c'est vraiment la même chose. Non, c'était vraiment le même. Ok. Non, mais ça me rassure. Et sur ma santé mentale, ça me rassure. Niléane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi, t'as choisi cette série? Moi, j'ai choisi cette série parce que alors déjà, je l'adore. Et Raven, la personnage principale, je la kiffe. Parce que c'est, pour l'époque en tout cas, pour les années 2000, c'est la seule série Disney avec une personnage qui est noire, elle est afro-américaine, elle est ronde, elle n'est pas dans les standards de beauté forcément des jeunes femmes. Elle est pas toute skinny comme Hannah Montana, quoi. Voilà, et c'est pas non plus du truc où c'est pas un conte de fées. C'est ça. C'est pas où Hannah Montana, typiquement, où c'est une star et tout, voilà, où c'est pas d'autres, où c'est des sorciers, ou ça, c'est une série Elle a quand même des pouvoirs magiques aussi, quoi. Oui, mais du coup, c'est plus un instrument qui va faire. On verra chaque épisode a une petite morale qui. C'est vraiment un petit truc d'apprentissage en fait pour les ados, et c'est trop bien. Enfin, je trouve la simplicité de la série, je l'aime bien. Mais aussi, j'aime beaucoup cette série parce qu'elle va tellement loin dans les gags. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils partent d'une seule vanne et ils la tirent jusqu'à que ça explose. Le schéma d'un épisode de Phénomène Raven, c'est toujours le même, où elle fait n'importe quoi à cause d'une vision. Et elle va très 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 loin. Et à la fin, ce n'est plus tenable. Il faut elle avoue tout. Et il faut qu'elle en tire les leçons. C'est toujours ça le schéma. Et en fait, du coup, il n'y a qu'une seule morale. Parce que tu disais qu'il y avait plusieurs morales. Mais la seule, c'est arrête de croire en tes visions. Essaie de comprendre qu'en fait, il se passe un truc avant, un truc après. On dirait que c'est un Raven, si elle était sur Twitter, ce serait la meuf qui s'énerverait parce qu'elle a vu un tweet hors contexte. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est une série full, complètement années 90. Même si elle est sortie en 2003, on est complètement dans le jus dès le départ. Moi, j'ai lancé l'épisode, on se retrouve sur un truc en 4/3, on a la musique, les plans de coupe de San Francisco, le lycée. Vraiment, genre, j'étais en mode, allez go, c'est très bien, ça rappelle mon enfance, c'est bon, je suis dans le mood, c'est oufissime. Moi, j'étais sur un site de streaming en plus pour le voir, donc parfait. 360p, c'était nickel, quoi. J'étais vraiment dans les bonnes conditions pour l'avoir. T'aurais dû regarder ça sur une télé cathodique. Donc, je vais donner le code Disney+, elle est quand même allée sur un site de streaming. Là, on te juge, on te cancel. Oui, j'ai plus les bouts, j'ai plus que des applaudissements dans la laugh track. Oh, mais non. Mais d'ailleurs, on a une laugh track qui est moins perceptible dans le pilote que dans l'épisode final. Ouais, il y a des rires enregistrés. Ça se fond bien dans le décor, je trouve. On n'est pas sur un truc un peu comme dans Friends où c'est très appuyé, les gens s'arrêtent de parler pendant 5 secondes. Ça rentre un peu plus dans le flow, j'ai l'impression. Non, je sais pas ce que t'en penses.
Bah, je pense qu'en fait, là, clairement, c'est des réenregistrés. C'est-à-dire que ça n'a pas été filmé devant une live audience et que, du coup, il n'y a pas ce côté théâtral où on s'arrête pour laisser les gens rire ou applaudir. Et ça se sent dans le mix que vraiment, genre, les rires arrivent et descendent. Et rire, en fait, c'est pour ponctuer plus qu'autre chose. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte en regardant l'épisode final qu'il y avait des rires enregistrés. Et je me suis dit, mais attends, il y en avait dans le pilote. Et je suis revenu voir le pilote et je me suis rendu compte qu'il y en avait. Mais je pense qu'ils sont utilisés avec beaucoup plus de parcimonie. Et ça se sent dans la façon dont c'est. Mais la conséquence, c'est que ça fait que les épisodes, on a l'impression qu'ils vont beaucoup plus vite en fait qu'un épisode de Friends. Parce que Oui. justement, Agathe a dit il y a des pauses et tout exprès pour les rire parce que ça fait partie du spectacle. Alors que là, ils sont rajoutés au-dessus et ça fait pas partie du screenplay. Et donc, forcément, l'épisode va beaucoup plus vite, les actions vont plus vite et n'attendent pas ça. C'est un truc que j'avais oublié parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ces sitcoms comme ça. Mais en fait, tu parlais de théâtralité, Morgane, en disant ouais, bah, Friends, c'était devant un public et tout. Mais je trouve que Raven aussi est filmé un peu. Et le jeu d'acteur, c'est un jeu de comédie. Sur une scène en fait, ils se positionnent, tu vois les acteurs se déplacer, faire des pas chassés pour se placer devant la caméra et tout, et ça se sent que c'est beaucoup improvisé, il y a pas trop de mise en scène au-delà de bah là tu vas te mettre à côté de machin, et c'est tout en fait, et les acteurs ensuite se débrouillent avec ça, et donc ça donne un côté Mais c'est pour ça que j'adore authentique. le jeu d'acteur dans Phénomène Raven. J'adore. Tout est super exagéré. Et les expressions, surtout de Raven Simonet qui joue Raven, hein, c'est son nom. Ouais. L'actrice s'appelle Raven Simonet. Même Orlando Brown, j'adore ses expressions et tout. Il va très très loin. Je l'ai adoré dans Seigneur des Anneaux. Est-ce que je peux faire une minute? Morgane se la pète parce qu'elle sait comment ça fonctionne. Allez. Bon, je vais pas mettre le jingle cette fois-ci. Mais en fait, aux États-Unis, pendant très longtemps, jusque dans les années 2010, on va dire, il y avait vraiment cette différence entre les multi-caméra shows et les single-camera shows. Parce que justement, ça impliquait des jeux différents, des façons de faire différentes. Single camera show, c'était souvent beaucoup plus cinématographique. Donc tout ce qui est HBO est du single camera. Là où les Disney Channel et compagnie, on était ou Scrubs ou toutes les sitcoms, on était souvent sur du multicam. Et ça a un côté très théâtral. Et le jeu est très théâtral. Et ça se sent dans le montage parce que les plans de coupe ou machin ou ce genre de choses, c'est toujours dans le même axe. Et ça se sent énormément dans la réalisation, et je trouve qu'il y a un petit côté bonbon qui va avec l'époque. Il y a quand même, il faut quand même féliciter les acteurs qui, je trouve, arrivent à tenir leur scène malgré le fait qu'il y ait très peu de montage. Du coup, ils se lancent sur une scène, ils l'enregistrent pendant 1 minute. J'imagine qu'ils le refont plusieurs fois, mais malgré tout, il n'y a pas de montage pour les aider sur des prises ou quoi. Et c'est assez fluide en fait. Tu le vois pas, et même sur des trucs un peu compliqués, comme on le verra à la fin de l'épisode. On va partir sur notre première scène. Après, justement, le petit montage de waouh, on est à San Francisco, petite musique, petit machin, ça y est, on est dans les 90s. On arrive sur une scène, on est dans une salle de classe, et on a le Terminator des profs. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Petracelli, c'est ça son nom. Monsieur c'est super dur. Petracelli. Qui grosso modo, genre, est comme je disais, un Terminator. C'est-à-dire, il a une vision qui permet de voir qui sont les élèves qui ont la réponse ou pas à ces questions. Et forcément, il n'interroge que les élèves qui n'ont pas la réponse. Donc clairement, on est sur une série de SF tout de suite. Il y a déjà des robots, il y a déjà une IA qui veut tuer les gens et tout. Enfin, clairement, moi je vous le dis, on n'est pas dans un truc normal. Hein. La science-fiction est présente. on a vraiment un overlay sur l'écran qui est rouge avec en première personne de Monsieur Petracelli qui regarde les élèves avec écrit sur l'écran. Alors lui, il sait pas la réponse. Gna, 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 gna. Après, il regarde un autre élève. Lui, il sait pas la réponse. Gna, gna, je vais l'interroger. Lui, il est en train de stresser. Donc voilà, c'est un robot, quoi. Et donc, il y a Raven qui lève la main parce qu'elle connaît la réponse, et donc il ne veut absolument pas l'interroger. Et donc, il interroge quelqu'un qui n'a pas la réponse. Et puis, à nouveau, il pose une nouvelle question. Et là, cette fois-ci, Raven n'a pas la réponse. Et le prof le voit. Donc, il va vouloir interroger Raven. Et je trouve que c'est une super façon d'introduire le personnage sans qu'elle ait dit grand-chose. Même si ça la présente un peu comme une première de la classe au début, ce qui est, j'ai pas l'impression, étant l'attribut principal de Raven dans la série, enfin de ce que j'ai vu, c'est-à-dire tout. Mais il y a je trouve que dans sa façon d'être, elle se démarque déjà
parce que elle craint pas l'autorité et on va le voir dans les quelques secondes qui viennent après. Mais dès le départ, elle est en mode genre je sais, j'ai ma main bien levée et genre Oui. quand la vision bionique va sur un autre élève, elle se déplace littéralement pour dire hey, I'm here. Et Oui. ça m'a fait beaucoup rire. Oui, j'avoue, elle se lève et tout. Elle dit hey, juste pour vous dire, genre, je lève la main depuis 10 minutes. Voilà, c'est juste pour vous tenir au courant. Quand je retourne m'asseoir, mais j'ai levé la main. Voilà. J'adore, C'est trop j'adore. marrant. Et ouais, le personnage est hyper attachant. T'as trop envie qu'elle y arrive, quoi. Malheureusement, c'est une loser qui casse des trucs à chaque fois. Mais Elle n'a pas la réponse et arrive le phénomène Raven. title drop. Ouais, première vision. All right, Raven. You really told Petrocelli off. Voilà, donc première vision où elle voit ses camarades qui lui disent bravo Raven, ils sont en train de l'applaudir, bravo, bravo, tu lui as vraiment tenu tête à Monsieur Petracelli. Et moi, à ce moment-là, je ne comprenais plus rien. Parce que je ne savais pas que c'était le principe de la série. Ah, d'accord. Mais non. Et donc j'étais là sérieux genre, qu'est-ce qui se passe? et à partir de ce moment-là dans l'épisode, je me suis dit, en fait, cette série est pionnière dans l'histoire de la série télé, à inventer des choses bien avant toutes les autres. Et pour moi, on était déjà dans le flash-forward de Lost. Ça y est, on avait mis en place des systèmes narratifs qu'aucune autre série n'avait fait avant elle. Et je suis parti vraiment dans mes notes dans un gros délire de, non mais en fait cette série, et je vais vous le prouver dans cet épisode de Phénomène Raven, cette série est emblématique de l'histoire de la télévision aux États-Unis. Waouh, j'espérais même pas ça, ok. Ce qui est drôle, c'est que donc il y a toujours un effet qui sera toujours le même quand elle a sa vision, c'est-à-dire qu'on centre la caméra sur elle et puis d'un coup sa pupille se dilate et devient jaune fluo. Il y a un zoom sur elle, ça fait whoosh, et on rentre dans une scène qui est tournée avec une caméra en surexposition, donc tout est très blanc. Comme dans un rêve. Les lumières sont, c'est mal filmé en fait. Le truc est très mal filmé. C'est pas si mal filmé que ça, parce que ce qu'il faut voir, et moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'ils ont essayé de réduire le budget au maximum, et Ouais. toutes les visions qu'on voit, même si c'est effectivement surimposé, c'est exactement le plan qu'on verra plus tard. Donc c'est littéralement un flash-forward. Ils n'ont pas tourné une scène en plus pour faire la vision, et pour ça, en tant que productrice, je dis chapeau. Moi, je trouve que le fait qu'on n'ait qu'une partie, parce que du coup, on voit pas ce qui se passe juste avant et juste après, c'est une sorte de contre-pouvoir à son pouvoir. C'est-à-dire que elle est pas surhumaine, c'est un contre-pouvoir et c'est un peu comme les pouvoirs nuls des gens, genre tu peux te téléporter, mais uniquement dans les toilettes. Tu vois, ces trucs-là, en fait. Elle a joué à Tu préfères et elle a perdu. Mais donc là, elle a la vision et elle se prend d'assurance. Elle voit qu'elle va être félicitée par ses camarades pour avoir tenu tête à Monsieur Petracelli. Et donc, elle se lève dans la salle de classe et elle dit « Monsieur Petracelli, ça suffit. Vous ne faites qu'embarrasser les élèves. » Et je sais plus qu'est-ce qu'elle dit, mais elle lui tient tête pour de vrai, quoi. Et elle dit « Mais d'ailleurs, tous mes camarades sont avec moi. » Et que se passe-t-il? De manière théâtrale, du coup, t'as tous les camarades de classe autour d'elle qui s'éloignent littéralement, qui déplacent leurs chaises Oui, pour s'éloigner d'elle. Mais on rejoint ici le point que soulevait tout à l'heure Ménica, c'est que oui, elle parle de ses camarades. On est déjà dans le marxisme, on est déjà dans la lutte des classes, littéralement la classe. Et elle essaye de tenir tête à l'autorité. Elle fait « I know my rights ». Je connais mes droits. C'est ça. Et oui, mais c'est une série révolutionnaire. Et en fait, du coup, cette série commence où les gens ne sont pas syndiqués. C'est ce que tu disais, Morgane, au début. Exactement. Et dans ce premier épisode, on le voit, les gens ne sont pas encore syndiqués. Elle est toute seule face à l'autorité et du coup, elle n'y arrive pas. Et c'est un arc narratif qu'on va explorer jusqu'au bout, vous allez voir. Jusqu'à l'épisode final. Non, mais je vous dis, cette série est une révolution, autant en termes de télévision qu'en termes de politique. Ah oui, non, c'est clair. Hein. Attention, hein, Jean-Marie Le Pen, on arrive. Hein. Oh mon Dieu. Bien évidemment, ça ne marche pas. Elle se fait du coup engueuler. Et ce qui va lancer le plot, c'est que le prof demande à voir ses parents et elle en même temps pour discuter de son comportement. Et on arrive à la vision qui s'est passée exactement comme dans sa vision, puisque c'est exactement le même plan. Et en fait, tout le monde était ironique. Tout le monde était ironique? Mais non.
Je sais pas, moi j'ai senti ça comme un ah bah bravo Raven d'avoir réussi à lui tenir tête. Mais peut-être Moi, que je le voyais comme juste de la lâcheté. Genre, ils sont vraiment De ouf, en train de de ouf. la féliciter qu'elle ait tenu tête, mais bon, ça a servi à rien parce qu'ils n'ont pas été avec elle. Juste ça, ok. quoi. Non, j'accepte, je me range de l'avis de la majorité. Il n'y a pas encore l'intersyndicale, tu vois. C'est juste, elle est un syndicat, elle toute seule, mais elle a personne avec elle. Bon, Et on arrive au le générique. générique. Ah mon Incroyable. Dieu, ah mon Dieu. Et franchement, c'est un des meilleurs génériques de la télé dans les années 2000, quoi. Il est Oui. incroyable. Nanana, nanana. Nanana, nanana, nanana. Je vais arrêter parce que c'est très gênant. Mais Non. vous avez Je m'attendais à ce moment, tu nous avais dit que That's t'allais so chanter. Raven. Ta-na-na-na-na-na. That's so Raven. Et à la fin, elle fait Yep, that's me. Oui. Et- C'est magnifique. Mais je me Et en souviens fait- moi, de la VF où elle dit ouais, c'est moi. Comme ça, à la fin. Génial. Et je vous avoue que j'ai eu une vision très étrange. Moi aussi, à mon tour, j'ai eu une vision. Je me suis dit, bordel, Mr. V lui a tout piqué, en fait. Ah bon. Alors, je ne sais pas qui est Mr. V. Enfin, donc- alors voilà, si vous ne connaissez pas Mr. V, mais les gens qui connaîtront Mr. V se font ah putain, elle a tellement raison, c'est vrai. Vous voyez, encore un bouleversement que la révolution qui est That's So Raven. Moi, j'étais assez contente parce que c'est un générique qui, pour une fois, de toutes les séries qu'on a vues, sauf peut-être Sense8, mais c'est un générique où le générique est déjà formé, De ouf. où dès De ouf. l'épisode pilote, on a des extraits des épisodes qui vont venir, et ça met un peu plus en confiance sur « Ok, je suis en train de regarder un produit fini. Ouais. Néanmoins, ça m'a spoilé l'épisode. Ah bon. Parce Pourquoi ça qu'il t'a y a, spoilé et j'en parlerai tout à l'heure, mais la résolution de l'épisode est dans le générique, et du coup, moi tout de suite, je l'ai enregistré, et je vous parlerai quand ça arrivera. Ok, Ah, d'accord. trop drôle. Je me souviens Alors, pas. petite info, on a tout vu. D'ailleurs, ce générique, qui est un des meilleurs génériques de la télé, je l'ai dit, dans les années 2000, a été écrit par l'actrice principale, Oui, Raven. c'est ce que j'allais dire. Putain, Oh. Chanté je aussi t'ai par coupé. Orlando Brown et Annelies van der Pol, qui jouent les deux meilleurs amis de Raven. Ils chantent aussi dans la chanson. Voilà. C'est merveilleux, c'est vraiment une production familiale, en fait. Oui. Il y a un moment de rap, Disney Channel. il y a un petit couplet de rap dans la chanson. Et ben ça, c'est Orlando Brown. Mais c'est génial. Wow. Et oui. On apprend des choses sur ce podcast, les amis, on apprend Tout à des fait. choses. C'est Tout à fou fait. parce qu'on arrive à tenir, ça va être l'épisode le plus long qu'on ait jamais fait, sur un épisode de 20 minutes, en fait. C'est incroyable. Bon, en sortant du générique, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ce qui se passe, c'est que on a notre premier exemple de sexisme, puisque un autre incident arrive. Il y a un jock, donc un athlète un peu débile, tel qu'on le voit en cliché partout dans les séries américaines de ces années-là, utilise le locker du meilleur ami de Raven. Et la raison pour laquelle il a réquisitionné ce locker, c'est parce qu'il y a une fontaine à côté, et c'est la fontaine où viennent s'abreuver les jolies filles du lycée. Du lycée, oui. Et On dirait déjà, qu'on parle de petits oiseaux, de mésanges. Oui, c'est la fontaine. Ou, tu vois, le cringe pour moi a commencé à arriver à ce moment-là. Oui, voilà, bon. Moi, j'étais D'accord, déçue quand j'étais gamine au collège et au lycée. On n'avait pas de locker comme ça, on n'avait pas de petits casiers personnels. Et C'est moi, très je me US, suis hein. toujours dit, quand j'étais à l'école primaire, quand j'arriverai au collège, eh ben, j'aurai enfin mon petit casier et je pourrais mettre ma déesse dedans. Et ça n'est jamais arrivé. Ouais, pareil, en vrai, j'ai eu ce même truc. Et pire encore, moi, ils ont vraiment mis des lockers 2 ans après que je sois parti du collège. Oh non. Et vraiment, quand j'ai appris ça, j'étais d'une tristesse absolue. Deg. Parce que ça avait l'air d'être genre le point central de beaucoup de discussions dans les séries américaines, les lockers. Genre, comment tu le décores, ce qu'il y a Oui. dedans, etc. Et du coup, je sais pas, ça a créé un espèce de fantasme. Et aussi, le fait est que, à cause du fait qu'on n'avait pas de locker, bah maintenant j'ai une scoliose et un tassement de vertèbres. Donc j'aurais bien aimé ne pas avoir à porter mes livres en permanence. Mais c'est un autre débat. Si seulement il y avait eu un syndicat pour te protéger au collège. Pour mon anecdote vie personnelle, j'étais dans un collège à La Réunion qui était sur une énorme pente. Le collège était vraiment dans une pente. Et imaginez pas genre un seul bâtiment, c'est plein de petits bâtiments éparpillés sur une pente, avec plein d'escaliers qui relient les bâtiments entre eux. Et donc, comme se fait au collège, il y a 5 minutes entre chaque cours.
Et donc, si tu avais la malchance d'avoir un cours qui était dans les salles tout en bas Oh mon et que le Dieu. cours juste après, il était tout en haut, tu avais 500 marches. Et 500 donc, marches. 100 casiers. Et donc, il fallait faire les 500 marches avec ton gros sac à dos. T'es une petite gamine avec ton gros sac à dos, tu dois faire les marches. Non, mais ton mon collège Dieu. était dans le volcan, en fait, directement, quoi. Collège Jean Albany, big up. Big up la Réunion. Whoop, whoop. Donc oui, bah ça je le disais, mais je suis en train de relire mes notes, mais c'est le même lycée que dans Lizzie McGuire et Drôle de Frères, donc il n'y a pas vraiment de dépaysement si vous avez déjà vu au moins un épisode d'une série télé américaine de votre vie avec des lycéens. Bon, ça set up le biplot, le deuxième plot où je viens de taper mon bureau. Ça set up le deuxième plot de l'épisode où C'est ça. Eddie va essayer de récupérer son casier. Et tandis que Raven, de son côté, elle va essayer d'éviter la sanction avec son prof en faisant en sorte qu'il ne rencontre pas ses parents. Et sa première idée, évidemment, c'est d'aller voir son petit frère. Et oui. Avec un plan trop bien parce que donc là on se TP, on est dans la chambre de Cory qui est son petit frère dans la maison de Raven. Cory est tellement cool que, Ah mais oui, il est trop cool. Oui. que je me rappelais de son prénom 10 ans plus tard. Alors que Joey, je ne sais toujours pas qui c'est. Mais Cory, Plus de Cory, moins de Joey, s'il vous plaît. ouais, s'il vous plaît. C'est ça. Et donc Cory, il est sur sa chaise à son bureau dans sa chambre et Incroyable. il est filmé de dos pendant que Raven lui parle et Raven lui dit j'ai besoin d'un maître pas de la déception, c'est quoi en français, je Si, sais pas. ouais, de la déception. D'un maître de la tromperie. J'ai quelqu'un de machiavélique, j'ai besoin de ton aide. Et là, il y a Cory qui est sur sa chaise et qui se tourne avec les deux mains liées comme un grand méchant. De James Bond. Alors qu'il a 10 ans. C'est un petit gamin. Oui, c'est un tout petit gamin. Oui. Un tout petit enfant. Et déjà tellement badass. Et il accepte en lui proposant un plan merveilleux qu'on vous a du coup déjà expliqué, qui est les 3 C. Commente le podcast, comment ça t'as pas partagé et crache ta thue. Non, les vrais 3 C, c'est cuddle, compliment and cry. Et le plus important, cry, il dit à la fin. Je suis sûre que vous avez envie d'avoir d'autres 3C, donc j'en ai fait une petite liste. Sur Internet, j'ai trouvé Crazy, Creepy and Constipated. J'ai trouvé cœur, corps et conscience. Alors ça, c'est bof. Moi, j'ai adoré Café, Club, Coca. C'est très drôle. T'as demandé à ChatGPT. Non, je suis allé sur Google cette fois-ci. Une campagne de Call of Toulouse, c'est un 3C, donc ça fonctionne à mon avis. J'ai trouvé ce que ferait Macron, c'est une réforme conforme au Conseil constitutionnel. Attends, celle-ci, je te la donne. Usul organiserait une émission avec C'est ce soir avec Karim Rissouli, Karim avec un C évidemment. Et quant à moi, je retournerai sur Twitter après, ce qui est une catastrophe avec de la censure et tout est creepy là-bas. Magnifique, Bravo. magnifique. Bravo. Bravo. Dans le micro quand même. Waouh. Du coup, elle prend ses conseils à cœur, décide. Lui a fait une connerie à l'école. Du coup, les parents vont l'engueuler. On découvre les parents, qui moi je trouve super cute. Le père est en train de cuisiner, la mère est trop cute. Enfin, ils ont l'air trop gentils les deux. Oui. J'avais aucune idée de à quoi il ressemblait entre le gamin machiavélique et la meuf qui peut qui peut voir dans le temps. Honnêtement, moi, je voulais voir les parents et j'étais un peu déçu qu'ils soient gentils en vrai. Oui. Oh. Mais je m'intercepte pour vous demander, à votre avis, c'est quoi leur métier à chacun des deux parents? Alors, moi, ce que j'ai pensé, en vrai, j'ai eu faux quand j'ai regardé toute la série, oui. Mais ce que je pensais, c'est que le père était un père à la maison, parce qu'il surfait beaucoup sur pas mal de choses un peu woke dès les années 2000, et du coup, je me suis dit, c'était une belle image à donner, cette idée qu'un père pouvait être aussi un père de foyer. Et donc, pour moi, il n'avait pas de boulot, et à part élever ses enfants, ce qui est un boulot, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, il y avait la mère qui, je l'imaginais plus, mais je pense que c'est Drôle de Frères, je l'imaginais un peu genre sénatrice ou avocate ou un truc un peu sérieux comme ça, voilà. Alors moi, quand j'ai vu la mère, elle avait cette tenue, vous savez, qui était beaucoup dans les années 2000, qui était le t-shirt manche longue avec la chemise au-dessus à manches courtes. Du coup, t'as une superposition de 2 couches de t-shirts. Et en fait, moi, ça me fait penser aux costumes que portent certaines infirmières
ou des internes en médecine dans les hôpitaux. Alors je me suis dit peut-être qu'elle fait partie de ça, peut-être qu'elle est infirmière. Et le père, moi je me suis dit, si jamais dans une grande métaphore du capitalisme, alors peut-être que lui-même c'est un boss et il est probablement le boss de sa boîte de travaux dans des appartements, dans des maisons, trucs comme ça. C'est très spécifique. Allez, attends, tu nous demandes de faire des travaux à la maison. Non, je mais les c'est fais. Bah, bien, nous, on je les sais fait, pas. Nous on s'implique dans l'émission. Bon, alors, je vous donne les réponses, parce que j'aime bien avoir ce rôle de vous donner les réponses. Pour le fun. Le père, il est chef cuisinier. Mais oui, on Ouais. l'apprend dans le dernier épisode. Ça, on le voit, ça c'est évident dans le dernier épisode. Et la mère, eh bien, c'est Morgane qui l'a dit, je crois. Non, c'est qui? Je sais plus. L'une de vous deux a raison. Elle est avocate. Ah, j'ai dit avocate. Mais non, Voilà, mais non. elle est avocate. Alors, je rappelle que y je suis a- scénariste. Si jamais vous voulez me contacter sur Twitter, c'est... Et oui. Et tu n'es pas réalisatrice aussi et productrice aussi. Alors, en fait, on va faire un jeu à boire à chaque fois que je rappelle mon métier. Il faut prendre un shot. Non mais attendez, en fait, non mais c'est important qu'on se le dise parce que on déconne, mais toutes les semaines, Morgane, elle nous sort genre une dinguerie en mode mais tu sais que j'ai travaillé avec machin et je suis en mode bordel de Oui, merde. mais elle dit ça en plus normal fait, dans des conversations. Et ce matin, j'ai vu un de ses tweets en mode ah c'est drôle et en fait c'était genre un des youtubeurs que je regardais quand j'avais 15 ans. Dans quelle dimension on est, Morgane? Travailler avec Thomas Sanders. En fait, je pense que Thomas Sanders, c'était pas tant un YouTuber, c'est le mec qui a inventé Vine dans ma tête. Genre, le mec était vraiment le visage de Vine. Mais ouais, voilà. J'ai fait, allez voir Kill in the Blank. Regardez que le premier et le dernier épisode et vous aurez tout vu. On le fera si tu veux. On le fera. Le truc trop méta. Et pendant tout l'épisode, je serai en mode, ah oui, et d'ailleurs, j'ai écrit cet épisode. Ah, ça a duré 6 heures. Pour revenir à notre merveilleux épisode, les Oui. parents engueulent Cory, qui essaye sa méthode des 3C. Et Raven prend des notes. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Pas Parce du qu'ils ont compris, ils savent, et ils sont en mode genre, n'ose pas nous complimenter, n'ose pas nous faire des câlins, et n'ose surtout pas pleurer. T'as le père, il tombe un peu dans le panneau au début. Parce qu'il y a Cory, il lui fait un câlin, il dit « Je suis désolé, papa ». Et t'as le père qui est en mode « Non ». Et donc Tania, la mère, elle lui dit « Ça suffit, Victor !» Et donc là, c'est là où le plot commence vraiment, c'est-à-dire que donc, tant pis, il y a Cory, il n'a pas le droit, il va se faire punir, et c'est au tour de Raven d'être avec ses parents, et là, ses parents lui disent, ils sont pas encore au courant de la connerie de Raven, ses parents lui disent « Bravo pour ta conduite, t'as été super, t'as des bonnes notes en ce moment, tiens, voici un téléphone ». Et oui. Et c'est très marqueur du début des années 2000, parce que ce n'est pas un téléphone portable. Oui, Ce téléphone. C'est un téléphone fixe sans fil qu'elle peut avoir dans sa chambre. Mais en fait, c'est présenté comme étant genre le Graal. Et en le voyant, j'étais là genre, ah putain, c'est le dernier iPhone. Mais même pas, c'est un téléphone fixe. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont nés après les années 2000, un téléphone fixe, c'est ce qu'on avait à la maison. Et ça ne pouvait pas aller plus loin que 15 mètres de la base. C'est-à-dire, tu pouvais pas aller dehors avec ton téléphone fixe. Ce n'était pas possible, même s'il n'y avait pas de fil. Et c'est ça qu'on lui offre. quand ses parents lui offrent le cadeau, en fait, ils lui font « Tu vas voir, c'est la plus belle chose que toutes les ados veulent avoir ». Et elle répond « Est-ce que c'est LeBron James, Oui. le basketteur ?» Et elle dit « I like him tall ». Je les aime grands. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé comme cadeau? Qu'est-ce que c'est le truc que vous auriez aimé quand vous étiez ado? Sûrement un téléphone aussi, en fait. Moi, c'est trop cliché, moi. Ouais. Non, Bien sûr, tu juges, on t'écoute, on va te juger. Ah là, ça y mais est, non, vas-y. mais c'est pas ça. Mais c'est juste qu'avec toutes les blagues qu'on a faites juste avant, moi, c'était une caméra. Ah bah Et oui, je non, mais voulais super, bravo. absolument avoir ma caméra. Et genre, j'ai fait chier mes parents pendant genre 5 ans pour avoir mon caméscope. Et à chaque fois que j'avais des bonnes notes ou quoi que ce soit, ou qu'il y avait des anniversaires ou un Noël ou machin, j'étais genre... Et du coup, je vais avoir un caméscope. Et mes parents ne pouvaient plus. Et toi, à l'époque où t'étais ado, c'était des caméras où il fallait tourner, c'est ça, avec un tourniquet pour que ça tourne? Exactement. C'est qu'en noir et blanc. Et ça coûtait 45 000 francs à l'époque. Ancien franc, Ancien bien franc, évidemment. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, ce que mes parents décidaient de faire, c'est qu'ils me donnaient une pièce à chaque fois. Donc, j'ai eu la manivelle en premier. Ensuite, les Lego. Les Lego avant là. Ok, oui.
J'adore Ah. parce que Morgane, en fait, elle est réalisatrice et scénariste, mais par contre, elle-même est un personnage unifacette, monofacette. Tu sais que les Oui. personnages bien écrits ont plusieurs facettes en général. Morgane, elle n'a qu'une personnalité, elle est réalisatrice en On fait. peut tout deviner quoi, sur sa vie. Ouh, loulou. On a perdu Morgane. Non, mais je vais me syndiquer. Je vais me syndiquer contre. On n'a pas le temps du tout parce que y a une vision numéro 2 qui arrive. Non, attends. Parce que Quoi d'abord, elle se sert de son téléphone. Ah oui, Pour j'ai appeler pas noté Eddie. ça. Et par là, elle révolutionne encore le monde de la Ah série. bon? Parce que 10 ans avant 24 heures chrono, elle invente le split screen. Qui est que on se retrouve à l'écran. Non, mais je crois que vous imaginez pas. Genre, Mais si, le ça split doit screen exister. n'existait pas avant Phénomène Raven. Non, On mais se si. retrouve avec, sur le même écran, deux choses en même temps. Non, mais moi j'étais en mode. Alors, je sais que je viens d'une époque où il y avait des caméras à manivelle, mais quand même, pour moi, c'était une révolution. Attends, pour expliquer, c'est pas clair. On voit juste le split screen, c'est juste qu'à gauche de l'écran, il y a Raven au téléphone et à droite, il y a Eddie à l'autre bout du téléphone. C'est Exactement. juste ça. Ok, d'accord, très bien. Que moi, je pensais que c'était 24 heures chrono qui l'avait inventé 5 ans plus tard, mais pas du tout. Mais je voulais en profiter parce que le moment où ses parents lui offrent le téléphone, on voit enfin, pour la première fois, la chambre de Raven qui est tout en haut de la Oui. maison, qui est sous les toits. Elle a Et l'air sa tellement chambre, confortable. elle est décolorée de manière assez fantaisiste et tout, c'est trop bien. Et j'aimerais vous demander, du coup, vous pensez c'est quoi que sa passion en fait? Une petite Oui. passion vêtements, on va pas se mentir. Oui, hein. clairement. Ouais, voilà. hein. Le stylisme en général. C'est très subtil dans le décor, mais Mais c'est important parce que ça fait partie de son personnage et c'est pour ça aussi, enfin, ça explique en partie pourquoi elle se déguise tout le temps dans la série. Là, on voit qu'elle se déguise dans le premier épisode, mais en fait, ça se passe dans toute la série. Elle Bah se oui. déguise tout le temps au moindre prétexte. C'est ridicule. Donc voilà. c'est un peu comme ce TikToker là, je sais pas si ça vous parle, un TikToker qui a genre 15 000 déguisements et à chacun de ses sketchs, il a toujours des déguisements différents qui sont plus ridicules les uns que les autres. Ça vous parle pas du tout? Absolument Non. pas. Bah, allez regarder. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui savent de qui je parle. Il est trop mignon et il fait plein de blagues très drôles. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent TikTok? Peut-être pas. Mon Dieu. C'est bien, je me sens super vieille d'un côté, parfois beaucoup trop jeune. C'est génial. Ok, très bien. Bon, la vision. La vision. Là, la nouvelle vision, en étant au téléphone. Et donc, elle est au téléphone avec Eddie, et puis d'un coup, elle a une deuxième vision, et c'est que son prof voudra absolument voir sa mère. Oui, parce que parce qu'en fait, pour expliquer, le plan dont ils sont en train de Oui. parler au Putain, ça, téléphone, on n'a pas dû c'est- expliquer ça. En fait, on va trop vite. Voilà. on va trop vite, ça fait déjà 46 minutes qu'on enregistre. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à avancer. En fait, on parle trop de trucs, on n'arrive pas à avancer dans l'épisode Non, lui-même. mais c'est bien, bah, prenez-vous un coca, tranquille, voilà, café clope aussi. ça va Voilà, être on assez se nickel. pose. Faites votre Bon, vaisselle. Elle élabore un plan. Voilà, pour et le faire plan, en c'est de sorte- faire semblant d'être malade pour Voilà. que ce jour-là, ils y aillent pas, en fait, tout simplement. Et là, elle a la vision que, en fait, ça ne va pas marcher parce que son prof voudra quand même voir sa mère, quoi qu'il arrive, et il a l'air assez autoritaire sur la question. Et donc, elle a une idée parce qu'elle est dans cette chambre du coup de styliste avec des costumes partout. Elle voit un chapeau, elle se dit nah, je vais me déguiser en ma mère. Et c'est là que j'ai été spoilé par le générique. Parce qu'en fait, dans le générique, on la voit avec les vêtements violets assez d'accord. machin, où elle rentre dans la classe. Et comme c'est des vêtements qui sont assez, comment dire, on les reconnaît tout de suite d'un Oui, point de vue de oui. couleur, de style, de machin. Et du coup, quand elle voit les vêtements, j'ai fait 2 + 2, j'ai fait, ah ok, elle va se déguiser. Très bien, j'ai Trop compris. smart. Juste Voilà. trop smart. J'aurais Bon, pu écrire cet épisode. l'audience de Disney Channel, c'était peut-être pas aussi smart, quoi. Voilà. Pendant cela, on a le B-plot, c'est comme ça que tu l'appelais, Liliane, enfin, le Ouais. plot secondaire avec Celui le d'Eddie. bully qui, en fait, visiblement mange du poulet, un poulet, genre dans le locker de Il tient un du poulet pote entier dans sa main. de Raven. Qu'il sort du casier, qu'il a volé Eddie. Et donc Eddie, là, il lui dit c'est pas possible, c'est mon casier. Et donc le bully lui dit bah, t'as pas de souci, j'ai une solution. Tiens, voilà, je te note le numéro de mon casier avec la combinaison. Tu peux prendre mon casier à la place. Et donc, il va au casier qu'on lui dit. En fait, il voit qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont là et qu'ils se partagent déjà les casiers. Alors, il est en mode, mais alors, qu'est-ce que vous faites là? En fait, visiblement, le bully vole les casiers de tous les gars. Des meilleurs emplacements. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en plus, et du coup, tous les losers, en fait, se retrouvent à devoir partager un casier. Et
Eddie n'est pas très content. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de syndicat parce qu'il a une certaine envie d'y aller et d'en découdre. Et en fait, on pointe du doigt une personne qui l'a fait et qui a une minerve. Clairement, ça s'est mal passé. Il n'arrive même pas à tourner la tête pour dire non. Vraiment, le pauvre, c'est voilà. Et du coup, on arrive à quelque chose d'essentiel dans le marxisme, qui est que dans la lutte, on ne peut pas y aller tout seul. Il faut y aller à plusieurs, il faut se syndiquer. On commence déjà à disséminer cette question que ensemble, on est plus fort que tout seul. Je suis morte parce que je savais que ça nous ferait parler de gauchisme. Vous en faites tellement des tonnes. Mais ok. Arrive Raven déguisé dans une musique incroyable que tu m'as demandé d'enregistrer, Néléane. Par pitié, oui. Parce qu'il y a un gamin qui passe en skate, elle lui dit c'est un couloir, c'est pas l'autoroute. Alors mais là j'adore parce que du coup pour se déguiser en sa mère, elle s'est déguisée et c'est pour ça que je relate peut-être beaucoup à Raven et à la série en général parce que bon donc c'est une zouze c'est une famille afro-américaine, etc. Et elle imite vraiment la typicale mère afro. C'est très exagéré. Oui, c'est très, très, très exagéré, mais c'est un peu quand même ça. C'est une personnalité très forte avec l'autorité et tout, voilà. Et aussi, c'est très, très drôle, du coup, à la troisième personne. Et moi, elle me fait beaucoup penser à ma mère, je te dis honnêtement. Donc, voilà. Du coup, coucou à la maman de Néléane qui nous écoute sûrement. Elle se déguise avec des énormes seins, des énormes fesses. Enfin, il y a une sorte de bodysuit où vraiment, quand elle bouge, ça fait bloum, bloum, bloum dans tous les sens. Et ça va être le problème d'ailleurs à la fin de l'épisode, c'est ce costume qui va lui poser ça va devenir un problème. Moi j'ai noté la grossophobie vient de rentrer dans le chat. Ah oui, là on est là. On est là. Ah bah les séries télé américaines, ça ne s'arrête pas. Hein. Je me suis posé la question. Enfin, ce qui est drôle, c'est que je me suis posé une question que le personnage d'Eddie va lui poser. Donc, je me suis dit, c'est bien. Ils se sont posé la question quand ils ont écrit ça, qui est, mais en fait, elle ne ressemble pas à sa mère. Et Eddie vient la voir et lui fait mais tu ressembles même pas à ta mère. Et j'étais là, merci Eddie, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un de mon côté. Il lui dit carrément tu ressembles pas à ta mère mais on dirait que tu l'as mangé. Oui, du coup la grossophobie est là. Voilà. Le cringe est moi présent. j'ai pas noté les répliques qui me dérangent, je vous dis en avance. Je les ai passées sous silence. Ah non, c'est bien que vous soyez là en contre-pouvoir. On est un petit peu fidèle quand même, on essaie de critiquer parce que quand même, on faut pas qu'on soit unilatéralement du côté de Raven. Non, et puis dans l'esprit du marxisme, on censure aussi certaines choses. Oh putain. Et donc elle a un passing gigantesque parce que elle arrive et tout le monde croit que c'est sa mère, tout le monde croit que c'est une daronne, c'est le passing sur 20. Même le bully, elle passe devant le bully, elle commence à le taper en mode tu t'arrêtes et tout, et en fait moi ça m'a posé la question de la violence légitime. Parce que dans les parce qu'on en parle gauchisme. Podcast va beaucoup trop loin, j'adore. Le niveau des gauchismes. Non, c'est ce soir avec Abrissouli, ils se sont posé la question. Et je trouve que c'était une vraie bonne question. Parce que pourquoi les Black Blocs n'ont pas le droit de casser des pancartes et des machins JCD alors que Raven, parce qu'elle enfile un costume de mama africaine, afro-américaine, elle a le droit de taper des gens. Alors, j'ai une réponse pour toi. Qui est pas tant enfin, si, ça vient répondre un petit peu. Parce que je l'ai noté, moi, sur le féminisme. Parce qu'en fait, elle vient... Il y a Néléane qui est en mode, j'en peux plus. Non. De quoi vous parlez? En fait, j'en peux. Quand elle arrive, elle commence à faire un peu du rentre-dedans avec un élève qui, du coup, est censé être plus jeune qu'elle, vu ce qu'elle essaye de faire. Et elle est un peu en mode genre... je sais plus ce qu'elle lui dit, mais elle flirtouille un peu en mode « Ah, t'es trop mignon », je sais plus ce qu'elle dit exactement. Elle flirtouille, elle lui fait un coup de popotin quand même. Voilà, exactement. Comme je dis, c'est du rentre-dedans, littéralement. Ah oui. Et en fait, c'est une vision du féminisme qui est très années 90, qui est... Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les mecs qui soient toxiques. Les meufs peuvent l'être aussi. Les femmes peuvent aussi faire du rentre-dedans. Elles peuvent aussi taper les gens. Et en fait, je ne suis pas certaine que ce soit de la violence légitime, mais plus du côté, à ce moment-là, le girl power, c'est de faire la même chose que les mecs.
Elle se permet de faire n'importe quoi, elle aussi, quoi. Voilà, exactement. De ouf, je suis d'accord. C'est bien, j'aime bien. Du coup, le bully a peur de la maman, du coup, quand même, tu vois. Ah ouais, non, ça marche. Ah, la violence fonctionne. Moi, je pense que c'est une morale à garder de cet épisode. C'est exactement, c'est la morale de l'épisode. La violence fonctionne. C'est comme ça qu'on appellera l'épisode d'ailleurs, la violence fonctionne. Mais c'est comme ça, autant le dire maintenant, pour le biplot, c'est comme ça qu'elle réussit à récupérer le caddie. Le casier d'Eddie, et non pas le caddie. Le caddie de Hésier. En allant voir le casier. bully et en se faisant passer pour la mère d'Eddie, en lui disant c'est toi qui as pris le casier de mon baby boy. Et donc elle lui rentre dedans à nouveau. Et à la fin de l'épisode, pour conclure ce biplot, en fait, l'union qui s'est créée avec Eddie et les nerds vont voir le bully, Oui. qui au départ est un peu en mode genre ouais, je suis pas non je vais pas laisser machin, et à ce moment-là passe derrière dans le fond Oui. la mère qui a volé un vélo, by the way, à ce moment-là. Oui, elle est à vélo, c'est vrai. Elle passe à ce moment-là, elle le fixe du regard, et du coup voilà, c'est l'intersyndicale, les luttes se rejoignent. Oui. Et à ce moment-là, le plot A et le plot B coïncident, et c'est ce qui fait qu'il lâche et il est en mode genre ok, j'arrête. Le patronat vaincu. Comme quoi, voilà, la convergence des luttes, c'est extrêmement important, et là c'est la convergence des plots. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans le plot A? Ah bah attends, alors dans le plot A d'ailleurs, j'aimerais parler de la convergence des luttes aussi, parce que j'aimerais revenir une seconde sur la légitimité de la violence. Excusez-moi. Ça ne s'arrête pas. Mais Ça te tient à cœur. le professeur lui-même est hyper violent en fait durant tout l'épisode. Genre il agresse ses élèves verbalement, il gueule, il fait peur quoi. Enfin, et lui aussi, il est dans une agression. Mais il est horrible, ce prof. Il a un côté très Macron. Hein, ça connecte vraiment au plot du bully aussi. C'est aussi un gars qui parle fort et qui a des muscles. Alors là, c'est des muscles, c'est juste qu'il a une autorité. Et du coup, dans les deux cas, c'est la même chose, quoi, je trouve. Ah bah c'est clairement l'autorité non méritée des deux côtés. Et d'un côté, on a une autorité qui est représentée par le prof qui c'est ça. a énormément de mal à... Ah non, mais en plus, tu viens de me faire découvrir un truc sur la morale de cet épisode, je te jure, sans rigoler, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on a un truc sur l'autorité du prof qui n'est pas méritée et où il en abuse clairement de ce pouvoir. Oui. On a l'autorité du bully qui abuse aussi de son pouvoir par la force des choses. Et ça pose la question de, entre tout ça, qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale ? Et c'est une morale de cette histoire que moi j'ai trouvée très intéressante, sur laquelle on va venir à la fin. Mais gardez ça en tête, chers auditeurs, auditrices. Je suis contente parce que je savais pas où j'allais avec ma théorie. Et tu as rebondi sur un truc fantastique et je me dis, c'est pas à jeter. Cool. On le coupera pas au montage. Le truc s'est sauvé tout seul. Donc on revient sur le plot A où Raven arrive enfin dans la salle de classe. On dit enfin parce que nous ça fait 20 minutes, mais elle ça fait à peu près 30 secondes qu'elle est en train de danser dans les couloirs de son lycée. Elle arrive. Et quand elle danse, juste je pose ça là, mais il y a un espèce de montage très chelou, très lynchéen pour moi. Et vraiment Lynch et San Francisco dans ma tête, il y a une connexion qui se fait. Mais c'est je sais pas pourquoi, sur la musique et tout, soudain à un moment donné ils font un espèce de montage clip. Je sais pas si vous vous souvenez, ça dure vraiment genre 10 secondes, mais allez revoir l'épisode pilote, vous verrez, il y a un moment qui est surréaliste dans la façon dont c'est monté, où elle danse dans le couloir et où il y a des cuts très chelous. Bref, voilà. Donc elle rentre dans la classe, je te laisse le micro, Agathe. Et ça se passe plutôt bien en vrai. Le prof lui dit bonjour machin, et en fait par contre tout de suite il demande mais où est Raven, et elle fait bah non, elle est malade, elle est dans la voiture machin, elle est en train de pleurer. Et là sa prophétie se réalise à nouveau. Non, pas du tout. Oubliez ce que j'ai dit. Bah si. Non, t'as raison. Et là, le prof demande, mais en fait, moi, je veux absolument voir Raven et sa mère en même temps. Et c'est là où va se jouer la comédie de cette fin d'épisode, c'est que, du coup, Raven va devoir sortir de la salle, se rhabiller en Raven en elle-même. Elle va revenir à nouveau, et puis le prof va lui faire à ce moment-là, et c'est là que la prophétie se réalise. Ben, moi, je veux absolument voir votre mère aussi, quoi. Et donc, il y a un ping-pong comme ça où, en fait, elle va devoir se changer plusieurs fois.
C'est ça. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il ne la cloque pas en tant que Non. sa mère. Un peu débile. Oui. Un peu débile, le prof. Donc il y a 2-3 minutes comme ça où elle échange. Alors il y a une fois qui est plutôt drôle où en fait elle est, il y a une bibliothèque qui les sépare les deux. Du coup elle enlève juste son chapeau. En fait, et du sa coup elle fait perruque. et sa perruque et voilà c'est bon. Elle est de nouveau sa mère ou elle retire sa mère. etc. Et ce qui fait qu'au final, lui n'en peut plus et a juste envie de rentrer. Il sort de là. Donc encore une fois, la lutte fonctionne. C'est comme Macron, on réussit à un moment donné à l'épuiser. Il finit par partir. C'est ça. Malheureusement, Macron revient, mais Monsieur Patrocelli part. Et à ce moment-là, la dernière vision arrive, et c'est la vision des parents de Raven qui rentrent dans la classe en cherchant Monsieur Petracelli. Monsieur Patrocelli. Ce qui est génial en fait, c'est qu'ils te font des teasers, mais qui durent vraiment 20 secondes à chaque fois. À chaque fois, il va se passer ça. Et puis une minute plus tard, en fait, t'as la réponse de qu'en fait, ça se passait pas vraiment ça, machin. Et en fait, il y a jamais de genre de vision qui s'extendent sur un épisode entier. J'ai l'impression, c'est toujours Non, oui, il y en a toujours plein d'une scène à l'autre, quoi. dans chaque épisode, il y en a toujours plein, oui, il y en a Ouais. plusieurs. Et du coup, les parents, effectivement, rentrent bien dans la classe, mais une fois que Raven, déguisé en sa mère, a réussi à le faire partir, Ah, mais oui, alors c'est plutôt malin, je Oui, trouve. parce que si elle revient dans la salle, c'est parce qu'elle vient d'avoir la vision. Elle dit: «Ah merde, mes parents vont débarquer Ouais. et monsieur Petracelli, il m'a dit qu'il est en train de partir, donc il faut que je retourne dans la salle, m'assurer que monsieur Petracelli parte très vite pour qu'il ne croise vraiment pas mes parents». Mais du coup, c'est elle qui se met dans la mauvaise situation parce que monsieur Petracelli, il part et si elle n'avait pas eu la vision et si elle n'avait pas décidé d'agir sur sa vision, ils se seraient sûrement pas croisés, en fait, le prof et les parents. C'est de sa faute. Et c'est-à-dire que tu dis ça, mais ils ne se croisent pas. Les Oui. parents ne croisent pas Mr. Oui, voilà, c'est Patrocelli, ça. Ils se seraient mais pas croisés les de parents toute façon. arrivent dans la classe et tombent sur Raven déguisée en sa mère fantasmée. oui, c'est ça, sauf qu'en fait, elle ressemble pas du tout à sa mère. Donc en fait, au tout début, elle est de dos et ses parents la prennent pour Madame Petracelli. Oui. Ils sont un peu étonnés parce que au téléphone, ils ont bien eu un Monsieur Petracelli. Alors ça m'arrive tout le temps. Ça me dit quelque chose, ce genre d'anecdote. Ça m'a parlé un peu aussi. Mais les parents, ils sont très intelligents parce qu'en en fait, ils se sont trompés, mais seulement 10 secondes, quoi. Parce qu'ils voient une photo du prof sur un tableau de liège dans la salle de classe. Alors déjà, excusez-moi, mais quel prof a un article de lui-même accroché sur le truc? Vraiment, on est sur l'autorité pas méritée. On est vraiment sur une question d'ego qui est un petit peu trop loin. J'ai même pas lu ce qu'elle avait écrit parce que c'était vraiment un vrai article de j'ai pas journal, lu j'aurais non dû plus. le lire. Mais oui, t'étais sur un site de streaming en 200p, donc forcément, C'est vrai. tu peux pas distinguer le texte. Et il y a les parents s'étonnent parce que en fait, visiblement au téléphone, Monsieur Petracelli leur a dit: «Ouais, apparemment votre gamine, elle a répondu, elle a été un petit peu, violente en classe, elle a essayé de faire la Insolente. révolution, machin, insolente». Et en fait, Madame Petracelli, donc Raven déguisée, leur fait: «Non mais vous inquiétez pas, en vrai tout va bien, il y a pas de souci et tout». Et donc ils sont un petit peu étonnés et puis quand ils comprennent le bail, en fait, il y a un truc hyper chaud qui se passe où en fait tout le monde est au courant de la situation. Tout le monde comprend que c'est Raven. Raven a compris que ses parents avaient compris aussi. Et ils vont faire semblant qu'ils n'ont pas compris et ils vont se parler comme si jamais Raven était vraiment Madame Petracelli. Et j'ai trouvé ça hyper chou. Oui, il y a un échange où Raven parle d'elle-même à la troisième personne. Dit, bah oui, mais Raven, elle avait peur que ses parents soient déçus parce qu'ils disaient que Ben oui. c'était l'enfant modèle et que voilà, ils étaient très fiers d'elle. Et donc les parents sont là et forcément, ils répondent aussi un peu au premier degré du coup. Ouais. Mais ouais, Et Ah. c'est touchant. Et c'est là qu'on rejoint la morale. On arrive à cette idée que l'autorité parentale, plus elle est stricte, en fait, plus ce qu'elle va donner, c'est des enfants qui vont mentir. Oui, Et que la situation n'est peut-être pas complètement entièrement de la faute de Raven, mais aussi des parents qui ont induit en elle cette peur que si jamais elle leur disait la vérité, elle se retrouverait dans une situation où elle ne peut pas leur faire confiance. oui. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau qu'on puisse, dans les années 2000, dire ça sur la parentalité, parce que c'est quelque chose qui, je pense, on ne le dit pas assez, que des parents stricts, ça donne des enfants qui mentent.
Et c'est du génie parce que en fait, c'est pile l'audience de la série et Oui. de la chaîne Ouais. de Disney Channel. C'est-à-dire que Disney Channel, du coup, il faut imaginer des préados qui regardent ça. Souvent, ils regardent ça, les parents, ils sont pas loin dans la maison, quoi. Et donc, Oui. je trouve que c'est du génie, quoi, d'avoir De parler aux ce deux, de message-là, parler de autant parler aux aux deux. enfants Ouais, que aux parents. Ouais, je suis d'accord. ouais. Et puis ça change effectivement des plots où en fait l'antagoniste de l'enfant, c'est systématiquement le parent qui comprend rien, qui est méchant avec lui et en fait c'est un antagoniste régulier de chaque Oui. épisode. Alors que là en fait dès la première, en fait il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans ces 2 épisodes qu'on a vus. Enfin on a tout vu, mais le premier et le dernier épisode, c'est que les personnages résout très très vite des plots. C'est-à-dire que ça va très vite. Il y a un problème, on le résout et ça crée un Mmh. nouveau problème. Et, et là, pareil, les parents comprennent qu'ils ont été un petit peu trop stricts avec Raven, où ils avaient trop d'ambition pour elle. Et en fait, tout de suite, ils se remettent en question. Et là, ils se disent, ah, peut-être qu'on n'a pas fait notre taf correctement en tant que parents, on va essayer de changer et tout. Et donc Raven est en mode, ok, ça y est, la supercherie est terminée. Donc elle enlève son chapeau, elle enlève sa perruque. Et là, les parents font, oh mon Dieu, il s'agissait de Raven depuis le début. Incroyable. C'est très mignon. C'est très très Ce mignon. moment est trop bien. Et elle leur Mais demande. j'ai mis l'extrait d'ailleurs, Oui. si tu as. Oui, je l'ai, mais du coup, elle demande à son père, mais pourquoi, à quel moment vous avez su que c'était moi? Et il lui répond, When your butt went left, you went right. Betrayed by the booty. trahi par le cul. Qui est peut-être l'extrait que je posterai sur Twitter. Ah yes, super. Bonjour Twitter. Écoutez-nous. Et bien là, c'est fini. Il y a encore un truc après ou pas? Non, c'est l'épisode s'arrête se là-dessus. termine là-dessus sur l'idée qu'en fait, ils se sont Si, il y rendus a la compte que petite scène où il lui enlève son téléphone comme punition. oui, c'est vrai, mais Ce que genre- pendant 2 semaines et on Oui, sent que voilà. c'est pas voilà. Et elle dit à son téléphone, appelle-moi. C'est ça. Il y a un petit gag où elle parle avec on pense qu'elle parle à quelqu'un en contre-champ, mais en fait pas du tout. Elle parle à son téléphone en disant je suis désolée, je t'ai trahi. Qui est en plus un téléphone trop cute avec des Mais oui, paillettes et tout. C'est vrai, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'adore le design du téléphone avec la coque semi-transparente et tout. En parlant de coque semi-transparente, on voit dans la classe un iMac première génération, le premier iMac star des années 2000 des ordinateurs personnels et des ordinateurs dans les écoles. Et je suis très content d'avoir ce petit moment de time capsule dans la scène. Voilà. Qui fait son apparition avec un petit ting parce qu'elle a reçu un email. Ah oui, c'est vrai. Oh, I've got mail. Et du coup, il y a toute une scène, en fait, toute la scène où, en fait, Raven se fait passer pour Madame Petracelli et que les parents essaient de lui parler et tout. Ce que tu disais, Morgane, tout à l'heure, sur le fait que c'était une seule caméra. On voit Raven nous faire face, faire dos à ses parents pour pas que ses parents voient sa tête. Et elle fait plusieurs choses. Donc, d'abord, elle est sur le tableau en train d'écrire des choses, puis après elle se déplace, elle remet les chaises en place, après elle revient sur son ordinateur, etc. Et en fait tout ça se fait sur un plan séquence et c'est assez bien fait parce que du coup on a le visage de tous les personnages en même temps. C'est très théâtral comme mise en scène. On peut voir l'évolution de leur visage, les expressions faciales, tout en comprenant que eux ne se voient pas et ne communiquent pas, quoi. Il y a un filtre dans leur communication. Alors pour le coup, je dirais que c'est pas théâtral, mais pour le coup que c'est extrêmement cinématographique et pour moi ça rentre dans la révolution de cette série. Et vraiment non mais premier degré, il y a un truc où au théâtre, quand les personnages se font dos, on accepte qu'ils pourraient se faire face aussi. On accepte qu'ils sont dans la même pièce, qu'ils s'entendent, ou quand il y a un aparté, cet aparté n'est que pour le public et c'est une pause hors du temps. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Le cadrage, en fait, permet de montrer des émotions qui sont différentes d'un côté et de l'autre et qui nous font nous ressentir des émotions à nous en tant que spectatrices, qui sont faites uniquement par la façon dont sont positionnés les gens dans l'image. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut être que cinématographique, parce qu'au théâtre, vous pouvez être assis à droite, à gauche, etc. Vous n'aurez pas les mêmes émotions, vous ne verrez pas les mêmes choses. La façon de décider clairement dans un carré 4/3 où est-ce qu'on va mettre tel visage et tel visage, c'est vraiment un choix de réalisation. Et moi, ça m'a touché aussi, ce petit plan séquence.
Bah, dis-le Merci, que je dis de la merde alors, c'est bon, non? Bah, c'est ce que je viens de faire, mais en un peu plus longtemps. Et sans jingle. Enfin, jingle, Agathe dit trop de choses. Oh, mais non. On aura besoin d'un jingle pour toutes les trois, alors. Oui. Oh. Tu sais, c'est dans Kill James Bond, elles ont une petite spray bottle quand elles deviennent trop horny sur quelque chose. Nous, il nous faudrait une petite cloche quand on dit trop de choses. Moi, je pense qu'on ne peut pas se fier à nos avis comme ça, qui sont forcément subjectifs. Bah oui. Oui. Il y a une chose qui nous permet de pouvoir prendre des décisions tout à fait impartiales, et ce n'est pas le La Conseil science. constitutionnel, c'est la science, les mathématiques. Je vous propose qu'on note l'épisode pilote de Phénomène Raven. Avec notre notation Friends pour est-ce qu'on est fan, est-ce que l'épisode était réac, est-ce que c'était irrévérencieux, est-ce qu'on s'est ennuyé, est-ce que la narration tient la route, est-ce que c'était drôle et quel est le niveau de sexisme, toujours noté sur 6, pas 6 genres, hein, le chiffre. Ça va être compliqué parce que je pense qu'il y a des choses où c'est très bon et d'autres où il y a encore un petit peu de travail, mais c'est normal, c'est l'époque. Alors, Est-ce qu'on est fan? Moi, je suis très fan, oui. Ouais, je suis très, très très fan. Ouais, moi aussi. Donc, 6. Si, ouais, non, mais vraiment, alors je regarderai pas ça chez moi en train de manger le soir, mais par contre, en tant que gosse, franchement, je kiffais. Ouais. Raven, Ouais, c'est une super actrice. Même les acteurs secondaires, ils tiennent bien leur rôle. Ils font, je trouve, plus que le travail nécessaire pour le rôle. Enfin, c'est Oui. top. Oui, l'énergie qu'ils investissent dedans, ça m'étonne toujours aujourd'hui, quoi. Et Et puis par contre, tu dis, je regarderai pas ça en mangeant, mais j'ai rebingé tout Phénomène Raven il y a 2 ans, en fait. Et Ah ouais? je m'en souviens encore. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'adore. Du coup, on part sur un 6 ? Oui. Elle est trop bien. Allez, notre Oui. première série à 6 sur 6. À quel point c'était réac? Bah, c'est très de gauche, hein, quand même, malgré tout. Hein. Alors, Oui, c'est vrai. il y a la grossophobie. Ouais. Mais malgré tout, voilà, ce dont on parlait depuis le début, à mon avis, moi, je lui mettrais un petit 2 sur 10 quand même, quoi, pour la grossophobie. Mais c'est vraiment le seul point qui m'a vraiment Le choqué. petit sexisme. Il y a une petite. Il y a quand même pas mal. Alors, on a une note spécifique pour le sexisme. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'essaye de réfléchir, est-ce que dans la... Ouais, non, vraiment, il y a la grossophobie qui est vraiment le gros point noir de tout ça. Allez, 3 peut-être. Ouais, je mettrais peut-être un 3. Un petit 2. Ah, je pense Non. que... Non, un 3. Ouais. La grossophobie est vraiment dans le cœur de l'épisode. C'est ça, ouais. On a un fatsuit. D'accord. Et c'est présenté comme quelque chose que, même si elle fait une erreur en faisant ça, c'est pas du tout pointé du doigt comme étant une erreur de le faire en étant avec un fatsuit ou ce genre de choses. Ouais. Ok, Et je mais pense j'ai notamment à la le- scène où elle est aux toilettes et où elle refait des blagues là-dessus c'est et on vrai. s'arrête vraiment là-dessus, c'est un peu lourd. Mais j'ai le contre-argument de l'identité, c'est-à-dire que c'est. Je m'en voudrais de ne pas le mentionner à nouveau, c'est-à-dire que c'est une famille afro-américaine et que ça, c'est un stéréotype afro-américain, mais qui est aussi pas mal réapproprié des familles racisées et tout, des gens, des Africains et autres. Moi, je suis un enfant métis. Et c'est vrai qu'on aime se moquer de nos mères, on aime se moquer de nos mères comme ça. C'est vrai que sur la grossophobie, ouais, c'est pas trop. Voilà, c'est pas ouf. Est-ce qu'on Mais a ce sur- cliché, Morgane, des femmes blanches qui sont C'est plus possible. vexées que C'est possible. les concernées? Ok, d'accord. Je dis pas ça, mais On met un 2,5 alors? ok. Allez, comme ça met tout le monde d'accord. À quel point cet épisode était irrévérencieux? Ça veut dire quoi ça déjà? J'oubliais. Bah, en fait, c'était un peu pensé par rapport à Friends où il y a un humour qui peut parfois, ou Stargate, enfin, je sais que vous n'avez pas pensé ça sur Stargate, mais où il peut y avoir un humour un peu cynique ou un peu genre, c'est un humour qui est un peu en avance sur son temps, qui remet en question l'autorité. Et pour moi, il y en a là-dedans, puisque Oui, dès le oui, départ, oui. elle se pose sur quelque chose de... on pourrait imaginer qu'une série Disney Channel, la morale, ce soit écoutez vos profs. Ouais, de ouf. L'autorité, c'est quand même quelque chose de cool et machin. C'est pas du tout le cas ici. Non, Je- c'est des constructions de ça, au contraire. Et Ouais. je pense que du coup, c'est assez irrévérencieux en ça. Alors, c'est fait de manière gentille, c'est exprimé avec des contextes qui sont normaux. On n'est pas sur des gars qui brûlent des poubelles, contrairement à nos gars sûrs parisiens. Donc, bien sûr. Spécial casse dédié.
Casser Dédi, même. Oh, joli. Pour deux poupelles brûlées, on vous offre un épisode de podcast. Voilà. Waouh, ok. Mais quand même, je le mettrais un petit 4 sur 10. Ouais, moi aussi, sur 6. Je vous suis. Ouais, 4 sur 6. 4 sur 6, ouais. Est-ce qu'on s'est ennuyé? Non. T'as 0. pas le temps de t'ennuyer Non, du je tout, en pense fait. que Ça zéro. va à 1000 à l'heure. 0. Est-ce que la narration tient la route? Oui. Plutôt, hein? Oui, 6. Ouais, je mettrais 5. Il y a quelques petits trucs. Pour moi, le fait de la réutilisation à chaque fois. Non. Alors, on va s'expliquer après. Non. À chaque fois qu'elle a une vision, c'est littéralement juste un. Ils reprennent le plan qui va venir 3 trucs après. Oui, mais c'est trop bien. Ok. Mais si, c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que imagine, ça serait pas le même plan et tout. Tu pourrais te. Non, c'est trop bien. Moi, ce qui m'a gêné au niveau des visions, c'est plutôt le fait qu'il y ait vraiment que 30 secondes entre le moment où elle a sa vision et le moment où ça se réalise, quoi. J'aurais bien aimé avoir au début de l'épisode une vision de long terme et puis peut-être au milieu des visions qui se passent comme ça, mais avoir une grande vision de long terme, ce serait cool aussi, quoi. Et qu'elle se rende pas compte que à chaque fois, elle ne voit qu'un petit bout de ce qui se passe et qu'elle peut pas prendre une décision là-dessus. Et de la voir à chaque fois prendre la décision tout de suite fait que, est-ce que ça tient vraiment la route? Au bout de 2 fois, tu devrais avoir compris. Et elle va passer ses saisons entières jusqu'au dernier épisode à faire ça, quoi. C'est ça, 100 épisodes. 100 épisodes. Bon, un petit 5 sur 6. Ok. Est-ce que c'était drôle? Oui, 6. Ah oui, c'était plutôt drôle, oui. Alors, je mettrais pas un 6 sur 6 parce que comme ça, je nous réserve ce 6 sur 6 à une série qui est vraiment, vraiment hilarante. Mais celle-ci était hyper on point sur les trucs qu'elle veut faire rire, je trouve. Ouais, moi comme je dis, il y a juste les blagues qui m'ont fait cringer. C'est vraiment quand elle est comme sa mère, entre guillemets. Quand elle arrive et qu'elle fait du rentre-dedans dans le couloir, c'est un peu cringe. Quand elle, il y a moi, ça me fait extrêmement rire. toute la partie dont on n'a pas parlé, mais quand elle est aux toilettes, qui vraiment est une scène que j'aimerais enlever de ma tête parce qu'elle m'a vraiment cringé. Ouais. Et du coup, pour ça, moi, je lui enlèverais au moins... Moi, j'irais à 4, pour être honnête. Ah bah ok, moi je te suis sur 4. Ok. Morgane, elle est déçue parce que c'est sa série, tu vois, celle qui le propose et tout. Vas-y, mais tout au maximum, tranquille. Y a pas de problème en fait. C'est 6 sur 6. En termes de sexisme, on en est où? Il y a une petite pointe, il y a une petite pointe. Donc 2. Bah, le sujet est finalement pas tant abordé que ça. Oui. C'est vrai que ça ressurgit un petit peu, donc moi je serais tenté de mettre une note assez basse quand même malgré tout, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Alors, je suis en train de regarder à combien on est. Le petit calcul. Pili-boulou-poupou. Morgane n'est pas une machine, par contre elle utilise des machines pour calculer. On est à 23,5, ce qui est exactement la même note que le pilote de Stargate SG1. Mais non, sans déconner. Oh là là. C'est pas mérité de la part de Stargate SG1. Mais ok. Bah, sachant que plus le score est haut, moins l'épisode est bon. Donc, Oui. Bah ça, tu peux répéter, mais personne ne comprendra. Oui. Donc, bon. Moi je trouve que c'est une note. Ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est une note, ouais. C'est une note. Je pense qu'il est temps de passer à un nouveau segment qui a été inventé par l'une d'entre vous, je ne dirai pas laquelle. Je vous laisse deviner qui rigole le plus. Et si vous connaissez nos rires depuis Elle se le retient début. de rire, du coup. Bah oui, bien sûr. Qui est donc On joue à Mind Game. exactement le Fuck, Marry, Kill. Si vous ne connaissez pas le Fuck, Marry, Kill, c'est un petit jeu où on se demande avec qui on a envie de coucher, avec qui on a envie de se marier et qui on a envie de tuer. Alors là, le problème, c'est que c'est des mineurs, donc on ne va pas faire avec qui on a envie de coucher. Mais aux États-Unis, on a le droit de se marier avec des mineurs, ce qui est assez effrayant. C'est une pente un peu raide sur laquelle tu as, Morgane. Disons que c'est quelqu'un avec qui on aimerait être potes. J'espère que tu vas nous sortir de la sauce Twitter, là, dans la prochaine phrase.
Quoi qu'il en soit, nous avons inventé le Tuck, Marry, Kill. Et en fait, la première question au lieu de fuck, c'est qui on va force femme ou force masque dans la série. Je pensais pas utiliser ce terme, mais en fait, entre le hypno-fétiche de la dernière fois et ça maintenant, on est vraiment sur un podcast hyper kinky. Donc, et attendez, parce que vous n'avez pas encore entendu le jingle qui va pour le Tuck, Marry, Kill. T'as un jingle? J'en peux plus de toi, en fait. C'est encore Arnold qui a fait ça, là? Oui. Mais Arnold, arrête d'écouter ce que... T'es pas obligé d'obéir à Morgane tout le temps, Arnold, hein, si tu nous écoutes. Voilà. Oh, mon Dieu. Non, mais alors, attends, parce qu'il faut le traduire un petit peu, parce que je pense qu'à part 4 personnes qui vont écouter ce podcast, je pense que personne ne va comprendre ces termes. Donc, en fait, le tuck, quand on dit tuck, c'est une méthode qu'utilisent les femmes trans pour pouvoir porter des jeans un peu serrés sans trop de problèmes. C'est d'une manière très élégante quand je dis comme ça. Oui. Et donc en fait, quand tu dis force femme, force masque, en fait, c'est imaginons un personnage qui transitionnerait volontairement, lequel on aimerait pouvoir qu'il fasse ça, quoi. Donc comment on procède là? Il faut qu'on dise. Faut que toutes les trois on trouve un personnage. Je peux commencer si vous voulez. Oui, vas-y. Moi, alors ça fait très cliché. Vraiment, je m'excuse d'avance. Ouais. Mais en fait, c'est le père qui, pour moi, pourrait potentiellement... En fait, je me dis que si jamais Raven était dans une famille de lesbiennes, je trouverais ça beaucoup trop cool. Et alors, certes, peut-être le fait que la première fois où on le voit, il est en train de cuisiner, d'un point de vue de stéréotype, ça a sans doute joué dans ma décision, et c'est très problématique. Néanmoins, je trouve qu'il a un côté très tendre. Son enfant vient lui faire un câlin, il est tout de suite attendri, machin, etc. Il ne représente pas une vision de la masculinité telle qu'on peut le voir dans beaucoup d'épisodes de séries ou ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être quelque chose de très intéressant, et ça pourrait même être le plot d'une série où en fait Raven a une vision du coup de sa nouvelle mère et de ce que ça sous-entend la transition, et du coup de comment elle accompagne son parent dans cette histoire et dans cette transition. Voilà. Tu viens de judo cette idée, parce que pendant toute ton explication, j'étais en mode bordel, qu'est-ce que c'est crime? Genre, est-ce que c'est vraiment la première et la dernière fois qu'on fait cette partie? Et en fait, t'as judo le truc en mode, en fait, elle a une vision plus tard et tout. Et d'un coup, je suis en mode, c'est la meilleure idée du monde. C'est vrai que je suis passé très vite de je me désolidarise. Ah, c'est vrai que c'est marrant. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le père comme ça. Moi, c'est plutôt la mère que je ferais transitionner dans un genre masculin, personnellement. Moi, je rejoins Morgane sur le père. En revanche, je marie la mère. Hein. Oui, du coup, c'est la question maintenant. Avec qui on se marie? Moi, je marie la mère. Ah, moi, Pourquoi t'hésites comme ça? Moi, c'est Eddie que je trouve cool. Ouais, Eddie, je le trouve cool. Je trouve que cool. Il a l'air très fun, il a l'air super sympa. Tu vois, il commence à se syndiquer et tout, donc il va devenir un petit gauchiste et tout. Genre, il va aller, tu vois, il va faire partie des casseurs sûrs. Non, mais moi, je dis Eddie, je veux bien. Moi, je pense que ce serait plutôt Raven. Moi, je l'ai kiffé. Elle était hyper chouette comme personnage. On passe du bon temps avec elle. Je pense qu'elle doit un peu être relou à la fin, à vouloir contrôler ta vie parce qu'elle a le futur de ce qui se passe dans un quart d'heure. Mais quand même. Et c'est à ce moment-là que j'en profite pour dire que Raven Simonet, aujourd'hui, est mariée avec une femme. Elle est mariée avec Miranda Madey. Mais pourquoi tu l'as pas dit dès le début, ça, en fait? Pourquoi c'est la chose la plus importante de cet épisode, en fait. J'avais prévu de le dire, mais j'ai jamais pensé jusque-là. Du coup, mon Dieu. Elle est mariée avec Miranda Madey. Je sais pas qui c'est, mais voilà. Depuis 2020. Non, mais toutes les personnes qui ont un nom de famille en Simonet, on valide, moi, je pense, dans ce podcast. Je crois que c'est son prénom, non? Raven Simonet. Je crois que Raven Simonet en entier, c'est son prénom. Ouais, ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, qui on tue? C'est compliqué parce que tous les personnages sont bien. Je pense que c'est le prof. Moi, je tue le prof. Oui, c'est évident, le prof.
Alors moi je vais vous choquer. Je pense que je tue Raven parce qu'elle représente un danger pour l'humanité. Non, oh là là. Elle est inoffensive. Oui, elle est inoffensive jusqu'au moment où elle fait un culte où les gens la suivent dans une secte où elle leur prouve qu'elle voit l'avenir et où elle crée une nouvelle religion. Elle prend des, tu vois, je pense que c'est un pouvoir qu'elle n'utilise pas assez, qu'elle pourrait utiliser pour renverser des États et devenir une dictatrice. Non, au Oui, mais contraire, c'est ça comme c'est ce ça. qui se passe si son pouvoir est dans notre main. Et comme je vous l'ai dit Oui. au tout début, là, hop, tout se lie. Quand l'épisode où Eddie a le pouvoir très brièvement d'avoir les visions comme Raven, et ben lui, il en fait n'importe quoi. Et justement, il crée un gang, tout. Il y a plein de gens qui le suivent et il fait n'importe quoi avec son pouvoir. Et tout de suite, ça le dépasse et tout de suite, ça le met dans la merde. Alors que Raven, moi, je trouve que elle est très rationnelle par rapport à son pouvoir et elle arrive à le gérer. Donc, voilà. Et sinon, tous les super-héros du monde ont des pouvoirs qui pourraient être entre de mauvaises mains Et oui. une catastrophe pour Ah l'humanité. bah Est-ce que c'est- Superman, je- tu le cancelles aussi? Mais bien évidemment, moi c'est Je suis mon d'accord. côté Je suis d'accord. Lex Luthor. Ah, ok, d'accord. Marxisme, tout c'est beau. Exactement. Il n'y a pas d'homme providentiel de la Voilà. 5e République. J'adore. Mais mon Dieu. Du coup, pour des lendemains qui chantent, que va-t-il se passer dans l'épisode final? Et je vous propose du coup un nouveau jingle encore, tiré de cet épisode qui est dans l'œil de Raven. All right, Raven. Quelles vont être les prédictions des gens qui n'ont pas vu? Agathe, je te laisse commencer. Eh bien, je n'ai pas du tout réfléchi à cette question, non Morgane. C'est pour ça que je te l'ai donné. Mais super. Ouais, je me demande ce que vous allez dire, hein, franchement. À mon avis, je pense que, donc on le voit en fait dans le dernier épisode, donc je me suis un peu spoilé puisque je réponds à cette question après avoir vu le dernier épisode, mais c'est une sitcom qui ne change pas, tout va se passer comme d'habitude. J'aurais apprécié malgré tout que Raven en apprenne un peu sur ses pouvoirs et qu'elle comprenne que en fait il faut pas juste prendre un extrait de vision du futur comme ça sans contexte. Ça m'aurait bien plu. Mais bon, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer de drôle à faire avec le futur de That's So Raven. J'aurais bien aimé effectivement que tout le monde ait ce pouvoir-là. Ça aurait été drôle que en fait, ce partage ce soit un truc où en fait, ou alors que les parents, l'un après l'autre, et ce truc-là, et on voit comment est-ce que chacun l'utilise. Ça aurait pu être drôle. Et j'en ai pas beaucoup plus, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Moi, il y a Niliane qui nous a posé la question en plus d'imaginer un épisode de Raven. Et en vrai, c'est quelque chose où je me suis dit, de toute façon, a priori, on voit la recette, on sait que ça va rester la même chose en boucle. Donc, j'imaginais pas forcément qu'il y ait une fin à un moment donné qui soit très conclusive. Mais par contre, j'ai imaginé un épisode qui est très dark. Parce que j'aime beaucoup twister les choses et aller. Alors non, parce que je pense que quand tu vas voir là où je suis allé, tu vas peut-être pas autant adorer. Mais mais de me poser la question dans un contexte aussi fun, léger, etc. Qu'est-ce qui se passe si on introduit du drame? Et ça m'intéressait beaucoup de voir que clairement, elle va jamais apprendre l'idée que quand elle voit quelque chose, elle ne voit qu'un petit bout et qu'elle n'a pas le contexte et qu'elle finit par provoquer ce qui va se passer. Et j'imaginais une situation où son père se retrouve condamné à mort à cause d'elle. Waouh. Oula. Et oui, non, vraiment, on est dans du dark absolu. Et en fait... Pendant un quart d'heure, du coup. Exactement, dans un quart d'heure, elle voit tout de suite le truc. Mais en fait, plein de petites choses qui font que, en fait, en voulant... Parce que j'imaginais une situation où il se retrouve accusé à tort de quelque chose. Forcément, c'est extrêmement émotionnel pour Raven. Donc, elle en fait des caisses, elle en fait encore plus pour essayer de prouver son innocence. Et en cédant de ses visions, elle finit par aggraver de plus en plus la situation. Et en faisant tout ça, elle finit par provoquer quelque chose qui du coup est pas ultra fun pour elle. Son père finit par être exécuté dans ce scénario formidable. Et ses visions... Et qu'est-ce qui se passe là sur le podcast? Pourquoi on est arrivé là? J'adore. Et ses visions changent de sens. Et en fait, elle finit par avoir des flashbacks où elle peut passer du temps avec son père avant sa mort. Et ça devient quelque chose d'extrêmement émotionnel et on finit la série comme ça. Mais je suis à terre, Morgane. Je veux voir ça. Je me sens pas bien là. Pourquoi tu nous fais ça là?
Non, mais il faut, faut que j'arrête d'écrire des scénarios, je suis désolé. Non, mais c'est une trop bonne idée, j'adore. J'adore, mais en fait, du coup, ça, Oh non, je c'est suis pas un... d'accord. Fais ça avec d'autres personnages, pas avec Mara. J'aime bien le fait de se dire, en fait, cette série parle de destin, elle en parle de manière drôle, et en fait, du coup, on retourne le truc parce que le concept de destin, c'est un truc hyper courant dans les scénarios dramatiques, de se dire, bah, en fait, quoi qu'on fasse, on y arrivera. Et en fait, cette série a une feature qui correspond énormément au genre, en fait, mais qui l'utilise pas. Alors, c'est vrai que, du coup, appliquer le dramatisme sur une série comme ça, je trouve que c'est nickel, effectivement. Très bonne Il idée. y a Néléane qui fait la tête. Je vous mode, écoute. Vous avez gâché ma série. Vous avez sali ma série. Mais peut-être que ce qui aurait été beau, ce serait aussi un épisode où, du coup, Raven comprend qu'elle peut changer le destin. Au contraire, et d'avoir. Ça, ce serait incroyable. Mais en fait, que c'est un pouvoir supplémentaire qu'elle débloque. Qu'en fait, elle n'est pas obligée de faire. Et en fait, presque ce soit presque l'apothéose de la fin de. C'est un truc très Ça, je courant, ça préfère, aussi, dans les films et les séries qui parlent de destin. C'était à la fin de faire. Bah non, j'ai le droit de changer les choses. Et en fait, je vais dans un chemin C, pas le A, pas le B, le C, et je détruis tout. Et du coup, en fait, comme elle a changé définitivement la timeline, en fait, bah, elle a plus jamais de vision du futur parce qu'en fait, elle a quitté cette timeline où elle a des visions, par exemple. Du coup, chers auditeurs et auditrices, est-ce que le père de Raven sera toujours en vie à la fin des 100 épisodes? Est-ce que Raven pourra enfin changer les choses? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de On a tout vu la semaine prochaine. D'ici là, plein de poutous et regardez plein de séries cool. Merci. Des gros bisous à vous. C'était l'épisode 7 de On a tout vu. Vous êtes revenus après la pause, c'est incroyable. Merci de nous avoir écoutés. C'était un podcast toujours avec Ménika Felden, Agathe Mametz, Néléane Dorfer et Morgane Jiquel. La musique est composée par Arnold Savary et la photo du podcast a été prise par Pauline Martinez. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout, à nous écouter, à nous partager et vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/on a tout vu. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de Phénomène Raven. Et en plus, maintenant, on a un site, onatoutvu.com. Woup woup.